Merci. Je vais essayer de faire suite avec l'exposé d'Yves Bonny, puisque j'ai pris des petites notes. Alors, je commencerai par un violent désaccord sur une notion qui me semble tout à fait fondamentale. Le melon au sauterne. Classé du côté moderne, je suis absolument en désaccord très fort. Parce que, bien sûr, le sauterne a remplacé le Porto, mais le type de qualification remonte à des écrits de médecins du Moyen-Âge qui avaient une vision du monde et notamment des aliments, qui avaient classé les aliments en deux listes en particulier, les aliments froids et les aliments chauds. Les aliments froids étant censés être très difficiles de digestion, donc il fallait systématiquement les associer à des aliments chauds, l'estomac étant vu un peu comme une chaudière. Donc du côté du froid, parmi les plus froids, il y avait le melon, le pauvre melon, et parmi les plus chauds, c'était alcool ou charcuterie, d'où le melon au jambon en Italie, et puis ensuite le melon au Porto, et le fait finalement remplacer le Porto par le sauterne, c'est moderne vraiment qu'en superficie, parce que sur le fond, ça reste une classification du Moyen-Âge, mais ça peut être très bon quand même. Alors voilà, bon ça c'est une petite plaisanterie bien sûr, parce que Yves Bonny qui n'est pas là pour répondre, en plus c'était pas lui qui avait fait la distinction, c'était dans son catalogue bien sûr de l'hypermarché, donc il avait repris à un deuxième niveau. Plus sérieusement, je referai le lien à partir de son exposé, à partir de la notion de rupture. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur beaucoup de domaines, mais je ne vais pas essayer d'ouvrir trop de portes. Je vais prendre cette notion de rupture historique qui commence à faire consensus aujourd'hui, et c'est extrêmement important parce que dans les sciences humaines et sociales, chacun a un peu son type d'écriture, ses concepts. On se demande si un jour ces types de sciences qu'on appelle parfois molles, justement, pourront être un peu cumulatives. Alors quand on se croise un petit peu dans l'analyse et qu'on sent que ça tient, chacun avec ses termes, il y a là un élément tout à fait important. Donc rupture historique d'une nouvelle phase de la modernité. Alors d'accord, on n'est pas d'accord sur les termes, là il y a toutes sortes de termes, postmodernité, hypermodernité, a été assez peu cité, un qualificatif souvent employé qui est quand même de seconde modernité, notamment Ulrich Beck, qui a été cité, qui est une grande référence effectivement avec Anthony Giddens. Donc cette seconde modernité, autour de l'après-guerre, qui commence autour de l'après-guerre, notamment autour des années 60. Alors les années 60, c'est pas 68, c'est des processus très longs, très complexes, multiformes, qui commencent pas comme ça à une date. Et de toute façon, 68 est inscrit dans un mouvement culturel beaucoup plus profond qui a commencé avant. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans le milieu des années 60. On a un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent que dans les années 60, c'est le début du mouvement de la jeunesse, du mouvement des femmes, la culture rock, etc. Toute une série de choses qui commencent à bouger et qui donnent un signe de cette nouvelle époque. Alors c'est ça qui est important, c'est difficile dans les termes. C'est toujours problématique d'essayer de définir modernité, modèle occidental, etc. Si on précise trop, on fait des erreurs. Mais d'un autre côté, il faut essayer de qualifier cette époque. Dans quelle époque sommes-nous ? Est-ce que nous rentrons dans une nouvelle époque ? Alors très vite, des gens, Edgar Morin par exemple, dans les années 60-70, a commencé à parler de changement, etc. D'autres. Les sociologues ont effectivement très facilement le mot changement à la bouche. Ils voient des changements, des évolutions. C'est là-dessus qu'ils travaillent. Les historiens les modèrent. Ils disent attention, ne parlez pas de rupture tous les 5 minutes. Il y a une mémoire longue, une mémoire extraordinairement lente de l'histoire. Ce qu'on croit nouveau est souvent qu'une répétition ou un recommencement sous une autre forme. Alors oui, c'est vrai, mais sans doute que les deux sont vrais. C'est-à-dire que d'un côté, il y a effectivement une mémoire extraordinairement longue de l'histoire. Alors j'ai travaillé dessus, personnellement, effectivement, un certain nombre de livres donnent l'impression que je ne travaille que sur des petites choses complètement dérisoires et totalement frivoles. Alors oui, je crois qu'il n'y a rien de dérisoire, il n'y a aucun sujet qui est dérisoire. J'ai fait un livre sur le ménage, j'aurais pu faire le livre sur le balai uniquement.
On peut fixer la focale de toujours plus petit et creuser encore davantage, et on va aller encore plus loin dans l'analyse. Il n'y a rien de petit dans la société et pour l'analyse en sciences humaines et sociales. Donc j'ai fait un autre livre sur le linge, l'analyse du couple par son linge. Et où entre 1000 questions, on voit qu'il y a une résistance très forte au partage des tâches ménagères, et notamment ce qui touche au linge. Je donne un chiffre comme ça. Pour le repassage dans les couples, c'est 2% des cas où c'est l'homme qui fait le repassage. Si l'homme est célibataire, il peut se mettre au repassage, et même devenir un super technicien, voire maniaque, qui va lui poser d'ailleurs des problèmes quand il va essayer de se mettre en couple, mais ça c'est un autre problème. Là, j'ouvre trop de parenthèses. Donc les femmes massivement du côté du linge. Alors les hommes peuvent rentrer dans le monde du linge quand il y a des machines, par les machines par exemple avec le lave-linge, mais ils vont y rentrer avec leur manière, leur style, et leur style c'est par exemple mettre tout dedans et appuyer sur le bouton 30 degrés, ça sort, c'est propre. Je vois même dans les jeunes couples, tout dedans ça peut être les Adidas pleines de sable avec les chemises. Même un jeune que j'interrogeais qui me dit en plus c'est efficace, ça brasse, etc. Et la jeune femme qui voit ça souvent va dire écoute, tu laisses tomber, hein, j'aime mieux prendre ça en charge. Petite scène qui a l'air de rien, qui va très loin, qui est sensationnelle. Pourquoi ? Elle a un trouble intérieur. Pourquoi il y a un trouble intérieur ? Parce qu'il y a une dissonance, comme montrent un certain nombre de travaux de psychologie expérimentale, dissonance entre un schéma qui est en elle. Et ça, les sciences cognitives commencent à travailler là-dessus. Ils parlent de mémoire implicite, c'est-à-dire ce qui structure nos automatismes. On a des centaines, des milliers d'automatismes qui nous rendent la vie plus facile. La vie serait un enfer si, à chaque manipulation d'objets ordinaires, où est mon bol le matin, où est ceci, où est cela, je devais me poser des questions. Non, j'enchaîne les gestes comme une danse avec les objets parce que je les ai familiarisés, parce qu'ils correspondent à ce schéma intérieur. Mais quand l'objet n'est pas en correspondance avec le schéma, il va y avoir un agacement, justement. C'est pour ça que l'agacement n'est pas du tout un thème dérisoire. En plus, quand on l'analyse dans le couple, alors là, ça devient grandiose parce que l'autre, il a un autre schéma secret en lui-même. Mais il ne faut pas que j'ouvre trop de parenthèses. Donc, elle prend en charge. Alors, pourquoi prend-elle en charge ? Parce que si on fait, par exemple, une analyse, il y a les femmes, les hommes mélangent tout. Une très grande majorité de femmes, très très nombreuses, trient le linge, par exemple. Ils vont pas mettre tout en même temps, faire un peu de lavage de la main, etc. D'où ça vient ça ? C'est pas une différence biologique. C'est pas Mars et Vénus. C'est pas parce qu'on vient de deux planètes. C'est parce qu'il y a une histoire multiséculaire, très très longue. Dès que le linge est apparu dans l'histoire, les femmes ont été associées au linge, les rituels de la mort, de la naissance, etc. Et même avant le linge, dans les toutes premières sociétés, c'est François Héritier qui travaille là-dessus. Les femmes sont associées à toute la symbolique de l'eau. Et tout ça, ça finit par faire un système symbolique. Du côté de l'eau, il y a les femmes. Du côté du feu, dans les premières sociétés, il y a les hommes. Et ça a constitué une mémoire très lourde, justement dans cette mémoire implicite, dans ce non-conscient qui structure les automatismes et qui a été transmis de génération en génération. Et qui pèse extrêmement lourd et qui explique encore aujourd'hui. Il n'y a pas que ça, hein. Il peut y avoir de la mauvaise volonté masculine aussi. Hein. C'est multifactoriel. Hein. Et puis alors, il y a des hommes qui ont compris le truc, de toute façon. Hein. Si c'est à leur tour de faire une pile de linge, ils ne sont pas trop motivés, donc ils vont la faire un petit peu plus cabossée en plus que... parce que d'ailleurs, techniquement, ils pourraient la faire, la pile de linge. À l'armée, autrefois, c'est ce qu'on apprenait, hein, à plier au carré. Hein. Donc, ils la font de travers, et donc ça va provoquer le réflexe en face. La femme peut même mettre la pile par terre et la refaire à son tour. Bon, il faut que j'arrête parce que là, ça y est, je suis parti. Parce qu'on pourrait prendre du côté de l'homme, hein, le feu, parce que l'homme fait quelques tâches ménagères quand même. Quoi, hein. Et le barbecue le dimanche, ça vient des sociétés d'il y a 30 000 ans de chasseurs. Hein. Et là encore, c'est pas du biologique. Hein. Leur symbole, c'était le feu, et comme ils allaient à la chasse en groupe d'hommes plusieurs jours dans les bois, ils grillaient le gibier sur la braise. Et ça aussi, ça s'est transmis, puis ça a traversé tout un tas de sociétés aussi, hein, les cow-boys, tout ça. Il n'y a pas eu une transmission directe des premières sociétés. Donc, stop. Mémoire très longue, très lourde de l'histoire. Mais en même temps, reformulation très forte dans certains contextes. Il y a des ruptures historiques qui n'effacent pas cette mémoire longue, mais qui la réarticulent autrement. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, parce qu'aujourd'hui nous avons le recul, ça va faire un demi-siècle,
Ça va faire un demi-siècle, ça fait un demi-siècle. Nous avons le recul nécessaire et puis il y a un consensus au niveau international pour dire oui. Il y a une rupture qui n'est pas une opposition à la modernité. C'est une poursuite du processus de la modernité, mais une accélération et avec des composantes nouvelles. Et le cœur des composantes nouvelles, il faut essayer de définir, de qualifier. Moi, c'est mes propositions, mais je ne suis quand même pas très solitaire sur cet aspect-là. Il y a quand même beaucoup de convergence sur cette analyse. C'est la montée de l'individu, de l'autonomie individuelle, et c'est le bouleversement du quotidien. Dans les premiers temps de la modernité, dans les premiers siècles de la modernité, je dirais, au niveau de monsieur tout le monde, de la masse de la population, la vie quotidienne continue à être portée, cadrée. Guy Thuillier, historien, parle de l'ancien régime des gestes, c'est-à-dire que d'une génération à l'autre, on transmet le système de gestes, le bon système, par exemple, pour élever l'enfant. Pour élever l'enfant, la mère apprend à sa fille comment il faut faire pour élever l'enfant, et d'autant plus facilement que la voisine transmet la même technique, la même pratique. Il y a donc ce système de gestes qui produit, qui définit l'individu, qui définit un cadre de sa vie, et qui est également défini par la place sociale qu'il occupe. Le maréchal Ferrand, en tant que maréchal Ferrand, savait quel type de savoir il va développer, quel type de comportement il était porté et cadré par les institutions. Ça, c'est la tradition. Ça, c'est la société traditionnelle. Et la modernité commence son mouvement, mais commence son mouvement par le haut, surtout par l'État. Et ça, c'est François Dubé qui a développé des travaux intéressants là-dessus. Pour lui, la première modernité est celle des grands programmes institutionnels et républicains, dont un des exemples est l'école, qui bouleverse totalement la société, mais qui tiennent encore les individus, qui les cadrent, qui les définissent. Et la rupture des années 60, c'est l'émergence de l'individu lui-même, pour la masse de la population, au centre de sa vie. Et c'est pour ça Yves Bony parlait d'individualisme démocratique. On peut employer le mot démocratie. Il n'est pas hors de propos. Tout se passe comme si la démocratie avait commencé comme un système politique que l'on connaît bien, et comme si elle se développait aujourd'hui au niveau de la vie quotidienne et de chacun d'entre nous, de tous les individus. C'est-à-dire que nous nous mettons en question et nous développons une multiplicité de choix dans tous les domaines. Tout est mis en question. Tous les domaines de la vie quotidienne tombent les uns après les autres dans le questionnement généralisé, parce qu'en plus nous sommes intégrés dans ce qu'on appelle la société de l'information. Donc nous sommes bombardés d'informations qui nous incitent à nous questionner et à élaborer les bons choix. Élaborer les bons choix, nous tentons de choisir notre avenir, ce qui est nouveau. On passe d'une société du destin. Le chemin de la vie était tracé, il suffisait de le suivre. Et la valeur importante, c'était l'honneur, parce que l'honneur, c'était à la hauteur des attentes de la société. Il y avait donc des attentes définies de la société, il fallait y répondre. Et nous passons à une société du futur, il faut choisir son futur. Pour les jeunes, l'orientation professionnelle, c'est abominable, c'est une pression extrêmement dure aujourd'hui. Mais vers où je dois aller, ça va construire quel type de vie? Je dois faire le choix, on doit construire ces liens sociaux. Avant, on était définis par le groupe social dans lequel on tombait d'une certaine manière, on était pris dedans. Aujourd'hui, on tisse sa toile sous forme de réseau et on gère son réseau de relations. On choisit, le plus dur c'est son identité, j'y reviendrai, on choisit sa morale, on choisit sa vérité. On choisit sa morale, c'est-à-dire que de moins en moins aujourd'hui, il y a un sens du bien et du mal qui est donné. Il y a quelques interdits posés par la loi. Mais à l'intérieur de ces interdits posés par la loi, tout est possible. Et quand on interroge les gens aujourd'hui, c'est frappant quand on leur demande est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est la même phrase qui revient souvent, c'est chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut du moment qu'il est heureux, par exemple. À chacun ses choix. Là aussi, j'avais fait une petite enquête. J'ouvre une autre parenthèse, sur un sujet totalement dérisoire, les seins nus sur les plages. Complètement intriguant pour un sociologue extraordinaire. Comment se fait-il que sur la plage,
le corps n'est pas nu, il y a un regard social qui l'habille. Il y a d'autres lieux comme ça, dans le domaine médical aussi. Comment fonctionne ce regard social qui habille le corps, qui est nu mais n'est pas nu? Pour le sociologue, c'est passionnant. Et franchi la frontière du dernier grain de sable, hop, impudeur, le corps devient nu. Alors ça, très quand même intéressant à analyser. Parfois on me dit, vous embêtez pas les sujets que vous choisissez. Oui, d'accord. Mais bon, en même temps, ça me semble complètement intéressant et j'ai trouvé des choses. Et j'ai trouvé des choses, notamment quand j'interrogeais les gens en leur demandant justement, c'est bien, c'est mal, est-ce que toutes les femmes peuvent enlever leur haut de maillot? Chacun fait ce qu'il veut. Bon. Chacun se disait c'était commode parce que les gens ont commencé à avoir un mouvement de repli vers l'arrière de la... Alors ça c'est très intriguant, je m'excuse, j'ouvre une autre parenthèse dans la parenthèse, mais d'habitude je fais mes petites enquêtes en frappant aux portes au hasard avec mon magnétophone. Je frappe. Et le début est très, très difficile parce qu'on me prend pour un marchand d'aspirateurs qui disent je fais une enquête alors qu'eux ils n'en font pas. Et les débuts sont difficiles. Mais sur la plage c'est le contraire, les gens venaient nous chercher, on est sous le parasol bleu, là-bas vous pourrez venir après. Ils avaient du temps libre, ils voulaient nous voir et dès qu'on arrivait, parce qu'on était toute une équipe quand même, dès qu'on arrivait, alors c'est quoi sur votre enquête? C'est sur les seins nus sur la plage. Il y avait un mouvement de déception et de recul du corps, parce que c'était pas sérieux. Est-ce que d'ailleurs c'était vidéo gag ou quoi? Et puis en plus, le sujet commençait déjà à les déstabiliser. Ils étaient d'un seul coup inventés. Les pires, c'était les enfants. On a arrêté très vite d'interroger les enfants parce que, alors eux, ils venaient tout de suite, ils avaient envie de parler dans le micro. Et dès qu'on disait c'est sur les seins nus, alors là, d'un seul coup, c'est incroyable, on les voyait devenir petits. Ils avaient conscience que c'était du coup un univers culturel adulte très complexe dont ils n'avaient pas la clé. Jusque-là, ils faisaient attention à rien, ils jouaient seins nus, pas seins nus, etc. Et d'un seul coup, ils avaient envie de se barrer, de pas être là. C'était évident. Donc ma question, est-ce que toutes les femmes peuvent enlever leur haut de maillot?